Cette édition un peu en retard. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part par visioconférence dans son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine à la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de l'organe de la SADC, plus le pays contributeur du personnel à la mission de la SADC au Mozambique. Commentaire. Au cours de cette réunion, le chef d'État et du gouvernement, membres de la SADC et la République de Mozambique ont tous examiné autour du docteur Lazarus, actuel président, un exercice de la SADC, le rapport d'activité sur le progrès réalisé par la SAMEM, ainsi que les questions budgétaires y relatives. Ce qu'il faut retenir au cours de cette réunion, 4 temps ont marqué ces assises en virtuel. Il s'agit entre autres de l'allocution introductive par le secrétaire exécutif de la SADC, Elas Magossi, de l'allocution d'ouverture par Dr Lazarus Kati, le président de la SADC, et de la lecture du communiqué final par le secrétaire exécutif ainsi que de la séance de clôture par le président de l'organe. À noter qu'un sommet extraordinaire de la SADC est prévu au mois d'août prochain à Kinshasa, au cours duquel le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale. Ouvrons ces chapitres consacrés à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avant de se rendre à Bunia, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a tenu une conférence de presse où il a répondu à toutes les questions concernant sa mission et a éclairé sur les questions électorales en 2023 dans ces coins de la RDC, extrait choisi par Charles Sunda. Alors la question du M23, parce que vous connaissez le drame, d'ailleurs humanitaire, qui attire toute notre attention par rapport aux exactions que nous avons eues et qui ont provoqué vraiment des masses de déplacés. Dans les questions que nous avons eues, non seulement avec les humanitaires, mais aussi avec les honorables députés, nous nous sommes focalisés sur ça, parce que là, il s'agit des vies des Congolais, qui se retrouvent face à des conditions très précaires. Et nous, gouvernement, bien sûr, nous prenons notre responsabilité pour apporter cet accompagnement humanitaire. Mais nous voulons faciliter aussi l'accès à ces zones opérationnelles, à nos partenaires humanitaires qui sont avec nous, pour qu'ils puissent nous venir en appui. Et donc, bien sûr, sur ces questions de cahiers de charges qui sont mises en avant, nous répondrons par un cahier de charges de paix, parce que c'est ça que nous recherchons. Et nous sommes assez, je vais dire, vigilants sur la question. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a beaucoup de sensibilité autour de la question du M23. On a parlé des interactions, peut-être d'ordre étranger, et même du point de vue des demandes. Parce que n'oublions pas que d'un côté, nous avons le M23, mais nous avons aussi d'autres groupes armés. Et donc, dans les réponses que nous donnons, nous devons savoir que nous sommes aussi observés par ces autres groupes-là. Donc je pense qu'ici, en interne, nous avons ces questions humanitaires à régler, nous avons ces questions opérationnelles à régler, mais du point de vue international, nous avons d'autres cadres d'échange que nous avons, notamment dans le cadre de la communauté des États de l'Est. Et je pense qu'en combinant toutes ces actions, on devrait arriver à la pacification que nous voulons. Respect des droits de l'homme, une trentaine d'ONG appellent le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à libérer les personnes arrêtées ou condamnées pour avoir critiqué l'état de siège. Suivez. Profitant de son séjour dans l'est du pays, 37 ONG ont écrit à Sama-Lukonde pour lui faire part de leur inquiétude par rapport à la dégradation de la situation des droits humains et le massacre qui continue dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège au mois de mai 2022. Elles font remarquer que cette mesure qui avait été prise en réponse à l'insécurité persistante dans l'est du pays a caractérisé par des tueries,
de civils commis par différents groupes armés n'a pas permis jusque-là d'apporter les résultats escomptés. Ces ONG recommandent au Premier ministre pendant son séjour dans l'Est de la RDC d'appeler publiquement à la libération de toute personne arrêtée ou condamnée pour avoir critiqué l'état des sièges. Elles veulent aussi que Sama Lukonde demande des sanctions contre tout membre de l'armée ou de la police qui sont distingués dans les actes d'atteinte aux droits humains, y compris tuerie, torture et tuerie. Ces dernières suggèrent au Premier ministre d'interpeller les autorités militaires sur le droit de la population à exprimer librement durant cette période et éviter de recourir à la force, sauf si cela est nécessaire et de manière proportionnée en réponse à ces incidents précis. À l'opposition, Alain Bolodjoa estime que le séjour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'Est est inopportun élément de Jocelyne Wanga. Pour Alain Bolodjoa, le Premier ministre Sama Lukonde fait un travail de figurant car la solution à l'insécurité dans l'Est du pays est ailleurs. Pendant que M. Sama Lukonde est dans cette partie, il y a l'un de nos compatriotes, le chef de brigade, en charge de la sécurisation du parc et des Poulous, a fait une déclaration disant qu'il y a des gens qui font de l'exploitation illicite de l'eau. Dans un espace déclaré d'état de guerre, d'état de siège, ça servirait à quoi? De nous chanter l'état de siège, alors qu'au moment où il y a état de siège, il y a l'exploitation illicite, il y a des militaires qui continuent à tuer. Bref, il est là justement pour faire de la figuration. Ce n'est pas lui qui va faire la guerre. Et on n'a pas besoin de sa présence pour se garantir de l'atteinte des objectifs. Il peut faire son évaluation à distance. Parce que les députés ont eu à convoquer le ministre en charge de la Défense. Ce que le ministre en charge de la Défense dit n'a rien à voir avec ce que les autres nous disent chaque jour. Faisant d'une pierre deux coups, cet opposant reste pessimiste quant au travail abattu par Denis Kadima, président de la CENI, concernant l'organisation des élections de 2023. Monsieur Denis Kadima, je ne sais pas s'il a déjà fait une année. Certainement qu'il a intégré les informations lui fournies par l'administration au regard de ce qui a été fait avant qu'il ne devienne président de la CENI. Il va ajouter d'autres éléments en rapport avec ce que lui prétend avoir fait. Le rapport tel que lui peut le faire, c'est un rapport administratif. Ce n'est pas un rapport technique au regard de ses missions. Et la population n'attend pas son rapport. La population attend le processus électoral tel que voulu par le Constitution. Non, mais M. Kadima, c'est déjà la rature qui empêche à ce que vous atteigniez l'objectif constitutionnel des élections. Autre chose, à Nairobi, en marge de la cérémonie de signature des traités d'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Yoweri Museveni ou Uhuru Kenyatta se sont entretenus à huis clos le 8 avril dernier, révèle Jeune Afrique, élément de Philippe Mvoupi. Très peu d'informations ont filtré sur les contenus de leur discussion, que l'on qualifie, dans l'entourage de Félix Tshisekedi, de franches mais difficiles. Si du côté de Kigali, on insiste sur le fait qu'il s'agissait surtout d'évoquer la question de l'intégration de la RDC dans le nouveau bloc régional, plusieurs sources diplomatiques et présidentielles à Kinshasa assurent qu'un autre dossier était au centre des discussions, celui de la résurgence du M23, cette question qui avait déjà été abordée lors de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 24 mars à Akaba en Jordanie, est revenu sur la table ces dernières semaines avec la multiplication des affrontements entre les membres de ces gouvernements rebelles et l'armée congolaise dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Partant des faits militaires en 2013, le M23 fait preuve d'une surprenant regain d'activité depuis novembre 2021. Le raison demeure incertain, mais la reprise de combat a réveillé les suspicions d'un soutien du Rwanda. Selon plusieurs sources diplomatiques et certains proches du président Félix Tshisekedi, les chefs d'État se sont accordés sur la nécessité de s'attendre pour trouver une solution militaire. Le même source confirme que ces derniers a accepté le principe d'organiser des discussions avec le membre du M23. Ces dialogues
pourrait débuter d'ici à 2 semaines, mais on ne sait pas encore à quel niveau de l'État. À suivre. La signature d'une série d'accords parmi lesquels figure aussi la collaboration constante pour lutter contre l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo entre le président rwandais Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso. Pour Félix Kayembe, l'histoire de la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'implique que les deux pays éléments de Ruturumba. Il est arrivé le lundi dernier sur le sol du Congo-Brazza, le président rwandais Paul Kagame, pour notamment une collaboration constante sur la lutte contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. À ce sujet, Félix Kayembe, cadre de l'UDPS, condamne cette manœuvre de passer par le Congo-Brazza. Pour que nous puissions parler de la paix, c'est Félix Tshisekedi qui s'est engagé depuis qu'il est au pouvoir pour rétablir la paix. Je ne vois pas pourquoi est-ce que M. Paul Kagame doit se déplacer pour aller au Congo-Brazzaville, aller parler avec Denis Sassou Nguesso. Et en fait, il va falloir qu'il puisse parler avec le président de la République, Félix Tshisekedi, parce que c'est le problème de la République du Congo. Mais je comprends tout simplement parce que nos PAPC sont en train de traquer les M23 qui sont venus du Rwanda, et puisqu'ils sont déjà contre-émis, voilà pourquoi ils commencent à négocier pour que nous puissions trouver de la paix. Nous sommes pour la paix. S'il veut la paix, qu'il demande tout simplement à la rébellion qui vient de son pays de retourner chez lui. Je pense qu'on aura la paix, et de commencer à traverser des rives pour trouver la paix au moment où la décision doit être prise ici, à Kinshasa et à Kigali. Par ailleurs, le Rwanda et le Congo-Brazza ont signé 2 accords, 3 protocoles, des mémorandums d'attente et une convention de concession dans le domaine agricole. Le président Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso ont demandé à leur gouvernement de s'employer sans délai à l'élaboration de plans d'action pour l'exécution des accords conclus. Après l'adhésion et la signature du traité de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, plusieurs voix s'élèvent pour fustiger cette adhésion, et avec le cas du porte-parole du Nouvel Élan, Albert Moukoulou-Boundou, qui selon lui adhérait dans une institution sous-régionale avec le pays ennemi de la RDC. C'est une trahison et amènera à la balkanisation de la RDC. Jean téléphone par Chalisunda. Adhérer à une organisation sous-régionale composée essentiellement des États qui agressent, pillent et tuent nos compatriotes de l'Est, cette démarche frise la trahison face à la résistance de notre peuple. Nouvel Élan espère que les parlementaires éviteront de porter la responsabilité historique en refusant de ratifier l'adhésion de notre pays à cette organisation sous-régionale. Car adhérer à une organisation de cette nature conduira sans doute notre pays à la balkanisation et sacrifiera l'avenir de notre jeunesse après plusieurs décennies de résistance de nos populations de l'Est. Le Congo, notre pays, doit d'abord construire un État, favoriser l'intégration économique entre provinces, se doter d'une véritable armée capable de défendre nos frontières, sécuriser nos populations et leurs biens, régler les différends qui nous opposent avec ces États agresseurs de l'Est, membres de cette organisation sous-régionale, avant d'envisager une intégration dans une organisation de cette nature. Le gouverneur militaire et commandant des opérations à Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama, a mission d'inspection de troupes et de commandement au sud du territoire d'Irumu et Djougou. Il a appelé les éléments de la force navale à la discipline et au respect du droit international humanitaire. C'était au cours d'une causerie morale. Suivez. À Kasseni, chef site situé à environ de Bounia, le gouverneur des opérations en Ituri posait le moral à l'inter-officier Kapouassa 32e dans cette région du lac où le lieutenant-général Luboya tirait les instructions. Le général de FRD, Célestin Balamoussen, des opérations en serpillère. Problème sous la discipline intracassinière. Nama Katketiamai, s'il vous plaît, Makambako déranger population. Collaboration avec la population Bango. Bon aider Bango, camarade Nabino. Bazalaba. Ceux qui baza pembeni na bino information nyo. Mais ceux qui ba n'est pas ennemi, on a bino et pas ennemi.
entre les FRDC et la POUR pour la réussite des opérations Codeco et d'autres terres de violence dans la province. Privilégié a dit avec des opérations militaires. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'Ituri, officiers, Soula et Matero ont bien suivi votre adresse. La force navale est de FRDC et aérienne, dont les résultats sont déployés au bord du lac Albert et du Roumou. Ce fut le mardi dernier que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, Denis Kadima, a transmis le rapport annuel de son institution à l'Assemblée nationale. À ce sujet, Armand Moukoulou salue le travail qu'a produit le président de la CENI, élément de Ruth Oumba. C'est tout à fait normal parce que ça fait partie des prérogatives constitutionnelles, mais aussi des prérogatives administratives de la CENI, de présenter en amont d'abord, premièrement, la feuille des routes, parce que dans la feuille des routes, il y a un rapport chiffré techniquement avec un canevas de travail, avec des contraintes présentées au niveau des institutions de la République, notamment le Parlement via l'Assemblée nationale et puis d'autres institutions telles que le gouvernement qui devraient en réalité déjà mobiliser les fonds pour doter la CENI, à ce que la CENI nous amène aux élections, parce que si le gouvernement ne dote pas des moyens à la CENI est un organe technique, c'est une structure indépendante qui ne dépend pas nécessairement du gouvernement, mais qui dépend des moyens qui seront mis à sa disposition à travers les fonds alloués par les gouvernements. Deuxièmement, la CENI devrait, c'est tout à fait normal, j'encourage même le président Denis Kadima par rapport à cette rapidité des faits, la CENI devrait aussi maintenant déposer son rapport annuel. Parce que dans ces rapports annuels, il y a déjà des travaux qui sont faits et il y a une perspective d'avenir par rapport à ce qui doit être fait dans l'avenir. Donc, c'est maintenant dans ces rapports qu'il y aura maintenant un travail des fonds de contenu avec l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, et sera dégagé un rapport linéaire fixe en connivence avec les réalités de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle maintenant nous appelons aux députés nationaux, aux élus du peuple, de travailler minutieusement pour doter à la CENI d'une loi électorale intacte qui pourra faire. Cassation de la peine de 13 ans de prison de Vital Kamere à l'association pour l'accès à la justice. On estime la décision de la Cour de cassation freine la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Commentaire de Jocelyne Luanga. La décision de la Cour de cassation qui a annulé lundi 11 avril l'arrêt de la Cour d'appel ayant condamné à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics Vital Kamere, l'ancien directeur de cabinet, président Félix Tshisekedi, de Frères Lacronie. La dernière en date est celle de l'Association pour l'accès à la justice à Cage qui estime que la Cour de cassation a perdu de vie qui ont été condamnés au maximum de peine par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, soit 20 ans de travaux forcés, d'une part, et que le ministère public n'ayant pas été en appel. D'autre part, Vital Kamere n'encourait aucun risque de voir sa situation être aggravée et de s'interroger la notification des dates d'audience ayant suffi, comme le juge de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe l'ayant apprécié et décidé. Pour la Cage, l'arrêt de la Cour de cassation est un frein à la lutte contre la corruption. Rappelons que la Cour de cassation a motivé sa décision sur la violation de l'article 104 alinéa du Code de procédure pénale qui impose la signification de la citation après vie en cas d'appel du ministère public ou, si le fait sont punissables, de la peine capitale. Notons que le dossier est renvoyé devant le nouveau juge. Et puis succession de Jean-Marc Akabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Plusieurs personnalités du groupe parlementaire ont été reçues en audience par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, élément de Philippe Mvoupi. Suivez. Les échanges entre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et quelques personnalités politiques, dont la députée nationale Henriette Ouamou, ont tourné autour de la succession de Jean-Marc Akabound à la chambre basse du Parlement. Augustin Kabouya les a fixé la décision de son parti qui envisage que
le successeur de Kaboun doit être ressortissant du Kasaï central. Ce qui veut dire que Henriet Touambou est déjà écarté de la course à cause de son origine. Malgré ça, certains accuseraient Henriet Touambou d'avoir la bénédiction du PPRD. À présent, on parle de deux ressortissants du Kasaï central pour remplacer Kaboun. D'un côté, la députée Eugénie Thiela et l'autre côté, le professeur André Mbata, dont sa candidature ne serait pas acceptée par Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale. Après plusieurs analyses, l'honorable Eugénie Thiela remplirait le critérium du parti. Pénurie de carburant, on en parle dans cette édition du journal. C'est après la rencontre entre le gouvernement congolais et les pétroliers que les prix d'essence à la pompe sera fixé, commentaire de Fanny Mania. Les pétroliers attendent la nouvelle structure des prix que le gouvernement examine depuis quelques jours des réajustements du prix du litre à la pompe. À savoir, Emery Mbachi, vice-président de l'Association des pétroliers du Congo, précise qu'une nouvelle structure sur les prix fixes du carburant sera communiquée à la fin de la discussion entre les pétroliers et les gouvernements pour un retour à la normale. À savoir, la hausse du prix moyen frontalier qui est passé de 762,5 à 900,7 $ américains pour un camion-citerne, pendant que le baril du pétrole à l'international connaît une augmentation substantielle et entre-temps, des estimations sur les prix du pétrole pourraient atteindre 125 $ en 2022 et 150 en 2023. Pour terminer, la crise du pétrole serait-elle une problématique suite à la guerre russo-ukrainienne qui sévit depuis quelques temps dans l'Europe de l'Est? L'avenir nous en dira davantage. De l'autre côté, déclenchement de la grève à la régie des voies aériennes, c'est mercredi. Les agents réclament leur aérien de salaire de 6 mois. Suivez. Grève à la régie des voies aériennes. Les agents dénoncent l'impaiement de leur salaire il y a 6 mois. Comme démontre la vidéo amateur de pneus brûlés, accès difficile, chansons hostiles, c'est l'ambiance qu'on a vécue ce mercredi à un des bâtiments de cette entreprise. À la régie des voies aériennes, la grève vient d'être déclarée par les agents de la régie des voies aériennes. Nous sommes ici à la direction générale. Près de 6 mois d'arriéré d'impaiement. Les agents revendiquent leur salaire. Le salaire de près de 6 mois d'impaiement. Ils demandent au DG, M. Chungu, de payer ce salaire et de leur payer ce salaire. À défaut, ils vont allumer le feu. Ils vont allumer le feu. Au gouvernement de répondre aux desiderata de ces agents en colère. La situation actuelle à la régie des voies aériennes. Les agents de la division provinciale du tourisme ont clôturé le mois de la femme en présence du secrétaire général au tourisme. Suivez. C'est avec un climat de convivialité que les agents du ministère national du tourisme et ceux de la division provinciale de ces secteurs, ville de Kinshasa, ont honoré la femme. Maman Beauté, bonne fête Nabino Nyoso. Merci. Bien. Au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, je me sens honoré et gratifié par cette invitation. Mais je comprends que c'est un double événement. Il y a la clôture du mois de la femme et également la réception organisée à mon honneur. C'est pourquoi j'ai commencé par féliciter les mamans et lancer ces mots. Bonne maman, bonne fête pour la maman. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général du tourisme. À la fin de la célébration, quelques agents du secteur du tourisme ont exprimé leurs sentiments. En tant que responsable des femmes au niveau provincial, je demande toujours à mes collègues femmes de ne pas se sous-estimer. Nous devons prouver que ce que nous faisons doit être égal, comme nous prenons l'égalité
nous devons faire le même travail que les hommes, c'est-à-dire ne pas être, parce que certaines femmes ne sont pas en mesure de faire quoi que ce soit ils se sous-estiment, ils se donnent. Nous sommes venus les encourager, les soutenir pendant ces moments. Nous avons voulu partager ensemble avec eux. Mon impression était très bonne, la cérémonie était très bonne. Nous étions honorés par le ministre provincial, le secrétaire général du tourisme. L'avenue Wangata dans la commune de Lagombe au niveau de l'hôpital général de Kinshasa est dans un état de délabrement très avancé. Élément signé Abdul Mavumba. Nous sommes à la route de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamaemo. L'avenue Wangata est dans un état pité difficile aux automobiles de circuler après la pluie. On y trouve des eaux stagnantes de la pluie. Si les lots a babomsa ngote te ba te a soki place et sala ba ngoni to hôtel de ville kuna ça peut robeba a koto tuna so bonsa ngote si wanga ta onyoso mais pour ça venir principal go et biso et c'est au service biso kuna de kimara moutage ya wile et penalty et bini penalty kuna liboso kuna en tout cas vraiment ba taxe les qui de la saleté chaque jour ba camion na biso zo beba to yembo a moto ba sala ngoni et bité ba droit de l'embigo ta la saleté yo mo tala. Cette route est au centre-ville de Kinshasa et celle qui mène vers le boulevard du 30 juin aux autorités d'agir. L'inspection générale des finances IGF en sigle, le chef Gilles Alinguete s'est entretenu mardi avec le professionnel des médias. Depuis plusieurs jours, l'IGF conscientise les différentes couches socio-professionnelles sur la lutte contre la prédation financière en République démocratique du Congo. C'est notre grand dossier de cette édition du journal. Cette rencontre avec la presse s'est inscrite dans le cadre de la stratégie mise en place par l'Inspection générale des finances pour sensibiliser les différentes couches socio-professionnelles contre la corruption et les détournements. Avant l'exposé de Gilles Alinguete, inspecteur général des finances, son adjoint Victor Batumbenga a évoqué au cours de cette 5e journée les actions posées par l'Inspection générale des finances depuis la mise en place de nouvelles réformes au sein de cette structure de contrôle rattachée à la présidence de la République. En ce qui concerne les recettes, l'Inspection générale des finances, au travers du déploiement de ses inspecteurs, a pu supprimer des procédures illicites qui couvraient le détournement. Dans son intervention, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, s'est appesanti sur les conséquences de la prédation financière. Vous le savez tous, on a suffisamment communiqué là-dessus. La première des conséquences que vous devez savoir, les détournements des deniers publics détériorent la qualité de la vie sociale. Cela est une évidence. Les données que nous avions trouvées de nos finances publiques, sur 100 $ sortis des finances publiques pour un intérêt commun, il n'y avait que 20 $ qui arrivaient à destination. Donc 80 $ prenaient une destination personnelle. Et cela est illusoire si vous voulez arriver à un développement. C'est impossible. Il n'y a pas un environnement corruption zéro ou détournement zéro. Faux, on ne vous trompe pas. Les pays les plus modernes dans ce domaine-là, ils sont à 80%. C'est Norvège et Australie qui sont en tête. Ils sont à 80%, ça signifie que lorsqu'on sort 100 $, on peut retracer 80 $ dans l'usage collectif et 20 $ prend une destination inconnue. Donc, je voulais dire que des proportions nous semblent étaient inacceptables. Nous devions donc prendre ces problèmes comme une priorité. Les degrés étaient trop élevés. Les détournements des deniers publics créent un enrichissement d'une minorité de gens. L'ancien Premier ministre Matata a parlé
de 1 ou 2% au maximum des gens qui s'enrichissent au détriment des plus de 98% d'entre nous qui restent dans la misère. Et nous donnons l'impression à des générations qui arrivent que pour être riche, il faut aller dans la gestion publique. Or, ça ne doit pas être le cas. Quand on est gestionnaire public, on ne vient pas pour s'enrichir. On vient pour servir son pays. Et si nous continuons à laisser cette minorité de 2% ou 1% qui accède à la gestion publique s'enrichir et donner l'impression à tout le monde que c'est là qu'on peut devenir un homme, nous sommes un pays qui va tout droit vers le mur. Voilà pourquoi nous relevons cela comme conséquence et ça détruit tout le monde. Le détournement des deniers publics aggrave le sous-développement, la misère, la pauvreté. Si vous prenez les statistiques de développement, vous allez voir que le sous-développement est intimement rattaché au niveau de la corruption. Les pays les plus corrompus sont les pays sous-développés. Et les pays moins corrompus sont les pays développés. Donc, il y a un effet réel de la corruption, du détournement dans le développement. Nous ne pouvons pas prétendre devenir un pays développé, avoir des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, lorsque nous avons un tel degré de prédation et de détournement. Faux. Donc, nous avons tout intérêt à nous investir pour combattre ces phénomènes, pour donner la chance à notre pays de relever la tête. Les détournements engendrent sans nul doute, vous le savez, la pauvreté, la famine et le chômage. Le chômage parce que on ne peut pas espérer l'amélioration du climat des affaires. On ne peut pas espérer avoir des véritables investisseurs dans un environnement de corruption. Un environnement où vous ne savez pas les concurrents comment ils gagnent les marchés. Vous vous réveillez le matin, vous voyez quelqu'un qui est dans le même domaine de travail que vous, il gagne un marché, vous ne savez pas comment on fait pour gagner les marchés. Quand vous parlez avec les investisseurs, que ce soit les Américains les plus sérieux, pas les investisseurs qui viennent ici entre deux guillemets, cherchant les mines, les diamants et les autres, les véritables investisseurs, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas venir dans un environnement corrompu. Un investisseur, pour moi, c'est celui qui arrive, qui fait le transfert de technologies, qui vous implante une usine, qui transforme ce que vous avez ici comme matière première, qui les transforme en produits finis et qui crée véritablement de l'emploi. Pas des investisseurs qui viennent pour prendre nos terres en termes de minerais et l'amener pour aller donner de l'emploi ailleurs. Donc aucun investisseur sérieux ne peut venir dans un environnement où il y a la corruption. Par conséquent, le chômage dont on est en train de se plaindre aujourd'hui, c'est une conséquence des détournements des deniers publics et de la corruption. Vous ne pouvez pas combattre le chômage si vous ne comprenez pas réellement qu'est-ce qui se passe. Le Congo n'a pas manqué de compétences. Beaucoup de professeurs d'université ont dirigé ces pays, ils ont tous échoué. Les économistes, les juristes, les compétents, mais ils ont échoué parce qu'il y a une dimension que nous estimons importante dans la gestion publique qu'on devait capitaliser, c'est la lutte contre la corruption, l'impunité dans la gestion publique qu'on n'a pas capitalisée. L'IGF note que sa signature des contrôles compte 30 mandataires neutralisés et 20 entreprises publiques sanctionnées en l'espace d'une année. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Cette édition du journal est complètement terminée. Au revoir.